bienvenue dans cette toilette zone du dimanche 12 décembre 2021. Oui, on est dimanche aujourd'hui. Imaginez-vous que je pensais qu'on était lundi. Alors, ce matin, j'ai voulu faire mon petit visionnage habituel, là, en tout cas, et écouter un petit peu ce qui se passait à Choix Radio X et tout ça. Là, je fais tabarouette, les légendes du rock, c'est pas le dimanche, ça, et puis le samedi, je pensais qu'on était lundi aujourd'hui. Fait que non, effectivement, on est dimanche. Alors, hier, bien, j'ai fait, en tout cas, cette nuit, j'ai fait ma préparation de toutes mes nouvelles que j'allais lire pour ce lundi, hein, mais étant donné qu'on est dimanche, en tout cas, alors écoutez, tant qu'à avoir tout fait ça, puis OK? Alors aujourd'hui, je vous fais un petit cadeau. Donc, il va y avoir une toilette zone dans ce dimanche. Donc, mes chers soins lucides, eh bien, nous allons commencer notre revue de l'actualité aujourd'hui avec une nouvelle du Radio-Canada. Donc, vous savez comment est-ce que j'aime beaucoup, beaucoup les chars à batterie, n'est-ce pas? Donc, nous avons ici, le Canada veut remanier son programme de rabais sur les véhicules électriques. Les communistes ont promis dans leur dernière plateforme électorale d'investir 1,5 milliard de dollars supplémentaires au cours des 4 prochaines années dans le programme d'incitatif pour les véhicules à batterie. L'objectif, faire en sorte que davantage de véhicules électriques soient sur les routes puisque le Canada s'efforcera d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le programme actuel a été extrêmement populaire, mais le ministre Abracadabra envisage des améliorations. Un programme victime de son succès. Le premier budget de 300 millions de dollars alloué au programme devait durer 3 ans, mais il a été épuisé en moins de 20 mois. Une autre somme de 287 millions a été ajoutée il y a 1 an et il ne reste que 48 millions. L'année qui a suivi celle où le premier ministre Doug Ford avait annulé le programme de rabais de l'Ontario en 2018, les nouvelles immatriculations de véhicules à batterie ont chuté de 41%. Les Ontariens ont immatriculé 38% de tous les véhicules électriques neufs au Canada en 2018. En 2019, c'était 17%. Alors effectivement, ces rabais-là pour des véhicules qui sont en moyenne aux alentours de 50 000 $, donc on sait que c'est un incitatif en fait pour les gens riches. Alors, tu sais, c'est pas quelqu'un de la classe moyenne qui a les moyens de s'acheter de peine et de misère un véhicule de 25 000 $ qui va aller s'acheter un véhicule de 50 000 $, même si on lui donne un rabais de 5 000 $, vous comprenez? Alors effectivement, moi je pense que cette subvention-là, c'est une subvention pour les gens riches. Hein? Les remises ne sont pas bon marché et certains économistes soutiennent qu'elles constituent un des moyens les plus coûteux de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une étude dirigée par Christopher Reagan, directeur de la Max Bell School of Public Policy de l'Université McGill, et publié en septembre 2020, a conclu qu'il existe des moyens meilleurs et moins coûteux d'encourager les gens à utiliser des véhicules à batterie. Puis là, regardez bien ça. Là, je vais vous le lire, puis vous me direz si vous l'avez compris de la même façon que moi. Selon le ministre Abracadabra, les 100 000 premières voitures achetées dans le cadre du programme de véhicules à batterie ont réduit les émissions de gaz à effet de serre du Canada d'environ 352 000 tonnes par an, soit environ ce que 78 000 véhicules à essence produisent en moyenne sur 12 mois. Les véhicules électriques produisent encore des émissions, y compris lorsque les hybrides rechargeables utilisent leur moteur à essence et si l'électricité utilisée pour les recharger provient de combustibles fossiles comme le charbon ou le gaz naturel. Bon alors écoutez, moi, là j'imagine qu'en relisant le texte à plusieurs reprises, à un moment donné, je suis venu qu'à comprendre, là. Mais regardez bien l'affaire, OK? On nous dit les 100 000 premières voitures électriques ont diminué les gaz à effet de serre, soit l'équivalent de 78 000 véhicules à essence. Bon, théoriquement, 100 000 véhicules électriques
ça aurait dû faire baisser les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 100 000 véhicules. Parce que 100 000 véhicules électriques, c'est 100 000 véhicules. Donc, logiquement, il aurait fallu qu'ils nous écrivent que ça fait baisser les gaz à effet de serre l'équivalent de, mettons, 178 000 véhicules à essence. Parce que si les véhicules, les batteries sont supposés faire baisser les gaz à effet de serre, ben là, on ne nous dit pas 100 000 véhicules que ça fait baisser l'équivalent de seulement 78 000 véhicules à essence. Comprenez-vous? Alors, bref, moi, c'est comme ça que j'ai interprété la nouvelle, là. Alors, c'est un petit peu particulier, pareil, mais en tout cas, mettons que, tu sais, quand on lit vite, là, ben, des fois, on comprend un peu vite puis un peu tout croche, mettons. Mais ça prendrait quand même une petite explication. Les véhicules à batterie ne devraient pas être considérés comme le moyen principal ni même comme un moyen très performant pour le Québec de réduire son empreinte carbone, selon toujours Christopher Reagan, le directeur blablabla de l'Université McGill. Les prix peuvent varier considérablement. Hyundai Canada indique que le prix de base de son modèle Kona à essence est de 21 999 $ et que celui d'un modèle électrique est plutôt de 43 699 $. Quelle arnaque! Ford Canada vend son Escape à essence 27 149 $. Alors ça, c'est déjà trop cher. Et son modèle de base hybride rechargeable 35 649 $. Les analystes de Bloomberg qui étudient la transition énergétique ont déclaré en mai qu'ils s'attendaient à ce que les nouveaux véhicules à batterie soient en moyenne moins chers que leur équivalent à essence d'ici 5 ans. Peut-on faire confiance au gouvernement pour gérer nos données personnelles? La presse. Menace pour la sécurité. Plusieurs sites gouvernementaux touchés suspendent leurs services. Des cyberattaques seraient à l'origine de la suspension de plusieurs sites gouvernementaux dans le monde, dont certains sites du gouvernement québécois et canadien. Également, les sites web du ministère de l'Éducation et du ministère de l'Enseignement supérieur n'étaient pas accessibles samedi soir, de même que d'autres services comme le site web Entreprise Québec et la zone entreprise. Les sites de ces services ne spécifient pas non plus si des cyberattaques étaient à l'origine des problèmes. En Ontario, l'agence de transport en commun Metrolinx a déclaré que le site web de GeoTransit avait été remis en ligne samedi après une panne de 17 heures en raison d'une cybermenace. Alors, le ministère de l'identité numérique, ça vous tente-tu de confier au gouvernement le mandat de sécuriser nos données? Pas trop, hein? Et maintenant, nous allons parler de notre sujet préféré, la fameuse Sniffles. CBC. Des médecins épuisés ressentent un coup de poing émotionnel, donc c'est un burn-out en fait, alors que de plus en plus de patients présentent des cancers incurables. Plus de patients se présentent au premier rendez-vous avec des cancers avancés, selon les médecins épuisés, sans espoir. Se sentir comme un échec. Certains médecins et infirmières en soins palliatifs se disent épuisés parce que de plus en plus de patients sont confrontés à des cancers incurables. Pour faire face, ils se soutiennent pendant la dernière vague de sniffles au Canada. Cette semaine, un sondage débile léger pour le Conference Board du Canada a suggéré que 97% des 200 médecins et infirmières qui prodiguent des soins directs aux patients dans les hôpitaux ont déclaré que la fatigue et l'épuisement professionnel avaient augmenté dans leur milieu de travail. Des médecins débordés par le tsunami de cancer avancé. En tant qu'oncologue, Baptiste voit le tsunami de cancer avancé qui sont moins curables que s'ils avaient été diagnostiqués à un stade plus précoce. Il a dit que cela se produit parce que, point 1, les patients présentant des symptômes craignant de se rendre dans les hôpitaux qui prennent des précautions pour réduire le risque de contact avec la sniffles.
Les gens ont raté les dépistages préventifs comme les mammographies et les coloscopies. Il y a eu des réductions du temps de salle d'opération pendant les fermetures, dixit le délestage, des tests de diagnostic, des biopsies plus lents et une réduction du personnel des unités de soins intensifs pour les patients chirurgicaux. Alors, encore une fois, bravo! Bravo aux dirigeants de la pandémie, en fait, là, les fachos communistes de la... Tu sais, c'est bizarre pourtant, en plus... en fait, là, le fascisme sanitaire qui est supposé protéger les gens, alors qu'en fait, ce que vous faites, c'est de vous attaquer à des personnes qui sont en santé, qui ont pas de problème de santé. Par contre, les personnes qui, elles, ont des problèmes de santé, eh bien, on les soigne plus. Alors, voyez-vous, donc on rend la population malade en les empoisonnant. Et d'un autre côté, la population qu'on devrait soigner, on la soigne plus. Et on a des médecins ici qui viennent d'allumer. Oh, on est fatigué, on est fatigué. Ben, peut-être que vous devriez lâcher un petit call à vos collègues qui passent leur temps à la télévision pour dire ben là, continuez encore le fascisme sanitaire, continuez encore à faire du délestage, continuez encore à ce qu'il y a des gens qui se font pas soigner leur maladie. Surtout qu'en plus, la sniffles, bon, on sait qu'il y a des traitements qui existent pour la soigner. Par contre, Big Pharma et les gouvernements corrompus et les médecins corrompus veulent pas utiliser les traitements qu'ils utilisent déjà. Ils préfèrent plutôt inventer des espèces de molécules qui coûtent les yeux de la tête. Alors, nous avons ici, dans le 20 minutes FR, avis négatif pour un nouveau traitement antiviral contre la sniffles. Le Molnupiravir. Donc, l'efficacité du médicament a été jugée moindre que celle des traitements existants. Alors, ce serait intéressant de savoir de quel traitement on parle, n'est-ce pas? Est-ce qu'on aurait peut-être certains mots qui finissent en kin-kin, puis en nictine, puis en toutes sortes d'affaires, peut-être? Donc, d'un certain côté, il n'y a pas très longtemps, on nous vantait les mérites de cette pilule anti-sniffles, OK? Alors, quelques semaines plus tard, on se rend compte finalement que c'est un flop, OK? Au même titre que le Remdesivir, qui avait été considéré comme un médicament miracle pour soigner la sniffles, qui coûtait lui aussi les yeux de la tête, et qui, en bout de ligne, s'est fait dire « Non, ça fonctionne pas ». Alors, le Molnupiravir n'est pas le premier genre de médicament comme ça qui a été vendu. Et aussi, regardez, même au Canada, nous en avons commandé, je pense, des millions de doses et on se rend compte finalement que ça ne sert à rien. Est-ce que les doses seront remboursées, vous croyez? Alors, parlant de médicaments qui peuvent peut-être fonctionner, donc celui-là, je n'avais pas entendu parler. Alors, on va le regarder un petit peu ensemble. Dans le CNews, l'Institut Pasteur de Lille arrête ses essais sur le suppositoire contre la sniffles. En septembre 2020, les chercheurs lillois de l'Institut Pasteur découvrent que le clofoctol serait susceptible de guérir des formes graves de la sniffles. Ce vieux médicament déjà commercialisé sur le marché pour une autre pathologie avait montré des essais cliniques prometteurs pour lutter contre la maladie et devait être ainsi passé de nouveaux tests avant d'être définitivement validé. Mais c'était sans compter la lenteur administrative. Il aurait fallu démarrer l'expérimentation dans les 6 à 9 mois de l'épidémie, ce qui n'a pas été le cas. À cela s'ajoute, en février 2021, la décision du CAPNET, le Comité de pilotage national des essais thérapeutiques qui refuse à l'Institut l'autorisation d'accélérer les essais. Manque de volontaires. L'Institut a également été confronté à un autre problème, le manque de volontaires. Pour que les essais cliniques soient valides, le Centre de recherche avait pour mission depuis juin 2021 de trouver 700 volontaires de plus de 50 ans, non thérapigénisés et présentant un symptôme de la sniffles pour tester le médicament. Un profil rare, alors que plus de 90% de cette tranche d'âge a reçu la thérapigénisation. Alors voyez-vous, ils ont fait des critères qui rendaient ce médicament-là, en fait, pour qu'il soit testé, là, totalement impossible.
Encore de la crosse. Dans le Jérusalem Post, nous apprenons que la plupart, donc bref, la majorité des cas de variants moroniques se trouvaient auprès des personnes qui sont pleinement thérapie-génisées. Et ici, bon, vous savez, j'aime pas habituellement les articles d'opinion, ok, mais je vais vous lire quelques bouts de celui-ci, d'accord? Je pense que ça va vous intéresser. Donc, dans le Montréal Gazette Opinion, comme le montre la Sniffles, les droits individuels s'accompagnent d'une responsabilité collective. Aujourd'hui, Journée internationale des droits de la personne, nous nous devons de comprendre ce que nous disent la Déclaration universelle des droits de la personne, la Charte des droits et libertés et la loi canadienne sur les droits de la personne. On vous a demandé de porter une guenille et de vous faire thérapie génisée. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas participer à des rassemblements sociaux, prendre l'avion ou manger à l'intérieur d'un restaurant. Vous pourriez perdre votre emploi. En tant que propriétaire d'entreprise ou chef religieux, vous devez respecter toutes les ordonnances sanitaires, quels que soient vos points de vue ou l'impact sur vos opérations. Est-ce une discrimination, une violation de vos droits humains? Eh bien, vous serez tenté de répondre oui, bien sûr. Eh bien, vous avez tort. En tant qu'avocat et dirigeant de deux importantes organisations canadiennes de défense des droits de la personne, nous considérons que de telles affirmations sont non seulement fausses, mais dangereuses. Ces affirmations erronées mettent en danger notre santé et prolongent la pandémie en encourageant le mépris des ordres de fascisme sanitaire et en ignorant la science. OK, donc vous êtes des avocats, puis vous parlez de science médicale. Quelles sont vos qualifications pour parler de science? Quelles sont vos qualifications pour considérer que Theresa Tam, admettons, hein, parce que là, on parle ici de quelque chose du Canada, qu'elle est quelqu'un de compétente. Quelles sont vos compétences à vous pour juger de sa compétence? Vous n'en avez aucune. Donc, ça a l'air que vous mettez en danger les droits de l'homme. Vous détournez l'attention du public des problèmes réels et cruciaux des droits de l'homme de notre époque, tels que la réconciliation. Donc ça, c'est du wokisme. Le racisme systémique, encore du wokisme. Et la crise mondiale des réfugiés, encore du wokisme de l'extrême gauche. Alors voyez-vous, les droits de l'homme maintenant, là, ça n'est plus une question des droits de l'homme, c'est une question de wokisme. Alors, qui sont ces espèces de folles qui osent dire ce genre de choses-là? Donc, nous avons ici Isha Khan. Donc, Isha Khan, j'aimerais savoir si elle a un lien avec l'Aga Khan. Vous savez, le bonhomme avec lequel Justin Trudeau a été passé quelques vacances dans son île de milliardaire. Est-ce qu'Isha Khan est donc familière avec lui? Donc, elle est la PDG du Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg. Et il y a aussi Marie-Claude Landry. Elle est la commissaire en chef de la Commission canadienne des droits de la personne. Alors, nous avons deux femmes terroristes qui sont en charge de deux... écoutez, ce sont des institutions capitales pour le droit humain. Eh bien, vous avez ces deux espèces de... Alors, qui nous disent que non, finalement, just too bad pour les droits humains. À cette heure, ça s'applique seulement au wokisme. Alors, pendant que vous avez ici ces deux espèces de communistes terroristes-là qui nous disent que les droits humains, finalement, n'existent plus, eh bien, nous avons, pendant ce temps, en Autriche, des dizaines de milliers de manifestants contre le fascisme sanitaire en Autriche. Alors, ce serait intéressant d'aller voir ces deux femmes-là, aller expliquer aux gens qui ont perdu leur liberté, qui sont obligés de se faire thérapie-géniser, avec une patente qui ne fonctionne pas très bien, d'ailleurs, n'est-ce pas? Alors, j'ai ici, d'ailleurs, selon l'OMS, le variant moronique semble se propager plus rapidement et rendre la thérapie-génisation moins efficace. Eh bien,
Alors, c'est ça la science. Donc, vous avez deux folles avocates qui connaissent rien du tout en science, qui nous disent écoutez la science, alors qu'on a ici la science qui nous dit que la thérapie génisation fonctionne pas. Et ici un article du Fox News. Le Middlebury College du Vermont revient à l'apprentissage à distance en raison de la sniffles. Pourtant, 99% des étudiants sont thérapie-génisés. Alors, les deux folles d'avocates, vous allez m'expliquer qu'est-ce que c'est qui se passe? OK? C'est ça, la science pour vous? Vous avez été thérapie-génisé, c'est supposé vous redonner votre liberté, finalement, ça vous la donne pas, vous avez couru des risques pour votre santé, hein? On vous a fait croire que ça allait vous sauver, et malgré ça, le fascisme sanitaire revient, les étudiants, pas malades, qui s'en retournent encore là, étudier à la maison, alors qu'on sait très bien que ça a eu des conséquences catastrophiques sur l'apprentissage des enfants. C'est ça, la science pour vous, crise de connasse. Et nous allons continuer juste à savoir c'est quoi la science derrière tout ça. Dans The Hill, le Pentagone songe sérieusement à obliger la 3e dose de thérapie-génisation pour les militaires, les forces armées américaines. Alors que pourtant, au total, 79 membres du service sont morts de la sniffles et plus de 250 000 ont contracté le virus. 79 divisé par 257 000. Ça, c'est les cas qu'ils ont trouvés parce qu'évidemment, il y en a eu plein d'autres qui ont été non diagnostiqués. Ça nous donne, écoutez, 3 millièmes de % de mortalité. Ça, c'est scientifique. C'est très, très scientifique. Moi, j'adore ça, entendre des avocates de marde nous dire qu'est-ce que c'est la science. Et maintenant, changeons de sujet. On va parler un petit peu d'économie et de géopolitique, tant qu'à y être. Donc, ici, dans Radio-Canada, les Argentins en masse dans la rue contre un accord avec le FMI. Alors, qu'est-ce que c'est le FMI? En fait, c'est encore là un organisme mondialiste qui, va comme donner de l'argent à des pays qui sont dans la misère. Mais là, le problème, c'est que là, les pays qui sont dans la misère ne sont pas plus capables de rembourser leurs dettes non plus, parce qu'ils se sont trop endettés. Alors là, ici, vous avez le gouvernement argentin qui veut renégocier une entente avec le FMI pour rembourser la dette. Alors, vous avez ici, donc le peuple qui ne veut rien savoir de ça, parce que quand après ça, vous êtes trop dépendant du FMI, ben là, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Ça veut dire probablement encore là que le FMI va exiger toutes sortes de mesures d'austérité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la population va continuer de souffrir. Alors, qu'est-ce que nous avons ici dans cet article? Entre fanfares, fumigènes, pétards assourdissants, fumée des parias installés dans la rue, le FMI était visé, mais aussi le gouvernement de centre-gauche. Oh, fait que ça veut dire probablement centre-gauche, donc un gouvernement communiste, accusé de se prêter à un accord pour réaménager sa dette de 44 milliards de dollars due d'ici 2024. Et comme corollaire, de se plier à une rigueur budgétaire accrue dans un pays qui compte déjà 40% de pauvres. C'est exactement ce qui attend le Canada et le Québec avec le facho-communiste sanitaire, qui nous a engagés dans un déficit structurel incontrôlable, Eh bien, dans quelques années, c'est exactement ce qu'on va vivre. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé. Journal Métro, explosion des prix des aliments. Ça va cogner dur, préviennent des organismes. Et ça n'est qu'un début. Alors, parlons ici maintenant de religion, voulez-vous? Donc, sur le Coran, je vais quick, là, mettons halal, là, on va dire, te faire perdre la tête. Des catholiques en procession victimes de menaces. Mercredi 8 décembre, une trentaine de fidèles de la paroisse de Fontenelle a fait l'objet de menaces de perdre la vie prématurément et d'insultes. Coups forts, mécréants, bande de
Vous êtes pas chez vous. Et man, c'est parce que c'est vous qui êtes pas chez vous. Vous avez absolument pas d'affaires sur le territoire français. Au Maghreb, ok, là? Au cours de cette vive altercation, des insultes et des menaces ont été proférées à l'encontre du clergé et des paroissiens présents, de sorte que les organisateurs ont dû renoncer aux stations prévues le long du parcours pour regagner plus vite le point d'arrivée de procession. Alors, c'est ça que ça fait quand vous perdez le contrôle, ok, sur votre immigration, que vous les assimilez pas, que vous les rentrez pas dans votre société, c'est ça que ça donne. Mais pourtant, voyez-vous, là, il y a une espèce de grosse polémique site là. Parce qu'on a appris de ça quelques jours qu'une enseignante qui porte le foulard, qui a été engagée et qui n'aurait pas dû être engagée normalement à cause de son signe religieux ostentatoire, ok, mais elle a été engagée quand même. Alors là, il a été tassé de son poste d'enseignante pour lui donner d'autres travaux à faire, ok. Alors, Trudeau, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il ne fermera pas la porte de prendre des actions légales contre la décision de Québec. Alors, Trudeau, tu vas te mêler de tes fucking d'affaires, ok? T'as pas du tout à t'en mêler. T'es déjà en train de nous rentrer dans la gorge, ok? Tous tes immigrants, tes espèces de qui viennent de cultures qui sont complètement incompatibles avec la nôtre. Fuck you, mon gars, tu restes chez vous. Mêle-toi de tes maudites affaires, ok? Des histoires comme il se passe en France, ça nous tente pas que ça arrive ici non plus. À la base, moi, écoutez, si vous me dites, garde, tout le monde fait ce qu'il veut, ça me dérange pas. Par contre, vous allez me donner la capacité de pouvoir me défendre et de pouvoir acquérir les outils nécessaires à ma défense. Alors, si je vois quelqu'un qui commence à menacer ma vie, comme c'est passé en France, eh bien, j'aurai le droit de pouvoir exercer mon droit à la légitime défense et de me débarrasser de cette personne-là. C'est-tu clair? Fait que sinon, autrement, tes hosties là, tu les gardes pour toi. On veut rien savoir de ça ici. Et voici justement qu'est-ce qui se passe. Où est-ce qu'elles se retrouvent, les chers amis de Justin Trudeau? Majoritairement à Montréal. Et qu'est-ce qui se passe à Montréal? Dans la presse, marche à Anjou. Des résidents dénoncent la montée de la violence. Crise de Trudeau. C'est ça que tu fais, toi, mon gars. Puis c'est ça que Legault veut aussi maintenant. Et nous allons rappeler la raison pour laquelle, entre autres, est-ce que nous sommes pognés avec ça. C'est à cause que nos dirigeants sont des mondialistes. Alors, on a parlé de Trudeau tantôt avec son Aga Khan. Il tripe sur le Forum économique mondial. Il tripe sur le communisme chinois, tout ça. Et d'un autre côté, vous avez ici Emmanuel Macron. Dans une déclaration d'intérêt d'octobre 2014, Emmanuel Macron disait avoir perçu comme membre de la banque Rothschild. Et oui, la banque Rothschild qui fait encore là partie des mondialistes. Alors, surprenez-vous pas pourquoi est-ce que tous les gouvernements, à quelques jours près, prennent toujours des décisions qui sont toutes égales. C'est parce qu'ils font tous partie de ces espèces de patentes-là comme les Rothschild. Donc, mes chers soins lucides, eh bien, ceci met fin à cette toilette zone du dimanche, qui n'était pas supposée, parce qu'habituellement, je travaille pas le dimanche, mais là, en tout cas. Alors, tant mieux pour vous si ça vous fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Donc, nous allons prendre toutes les mauvaises nouvelles et nous allons les... J'ai même plus le temps de parler que tout ça se fait tout seul. Donc, mes chers soins lucides, bonne fin de dimanche et nous nous reprenons cette semaine avec de nouvelles capsules de Toilette Zone. Bye bye.